Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je crois qu'après Sapporo, on ne pourra plus parler du ski français comme avant. Le Norvégien inattendu Aker, aujourd'hui, a remporté la première manche du slalom géant. Il prend une option pour la médaille d'or. Les Français ne verront probablement pas la couleur d'une médaille et surtout pas d'une médaille d'or. Ils avaient deux favoris. Auger, il est arrivé 12e, et Duvillard pour ce slalom géant. Duvillard est tombé, comme vous allez le voir tout de suite. Après que Rossa Mignot et Jean-Noël Auger aient réalisé le 8e et le 12e temps, tous les espoirs français reposaient en effet sur Duvillard ici en piste. Grand vaincu de la descente, on pensait que Duvillard allait se retrouver dans le géant. Mais regardez, après 1 minute et 2 secondes de course. Il était donc dit que les Jeux de Sapporo ne réussiraient pas au skieur de Megève. Il est tombé, vous le voyez ici au ralenti. Après son deuxième échec depuis le début de la compétition, Duvillard trouvera-t-il d'ici dimanche, le jour du slalom spécial, les ressources nerveuses qui lui manquent? C'est la question qu'on peut se poser. Le Norvégien Erik Aker, que vous allez voir déboucher à toute vitesse, lui ne manque pas de ressources nerveuses. Avec une autorité impressionnante, ce très jeune skieur scandinave, il n'a que 19 ans, a réalisé un parcours fantastique prouvant que sa victoire à Val d'Isère il y a 2 mois n'était pas l'effet du hasard. Se faufilant avec une grande efficacité entre les 63 portes de ce parcours qui était long de 1034 mètres pour une dénivellation de 402 mètres, Aker, qui partait avec le dossard 15, c'est-à-dire le dernier de la première série, se battait contre le temps de l'Allemand Alfred Hang, que vous allez voir s'afficher en haut à gauche de votre écran, 1 minute 31 secondes 78 centièmes. Glissant parfaitement, le Norvégien réalise sous vos yeux 1 minute 31 secondes 70 centièmes. Personne ne fera mieux. Aker bat Hagen de 8 centièmes, l'Italien Teuni 3e de 49 centièmes, l'Autrichien Spilling 4e à 64 centièmes, Tricher à 81 centièmes. La lutte sera terrible demain entre ces 5 hommes dans la deuxième manche. Classement des Français alors que Aker regarde ici le tableau, très satisfait. Rossa Mignot 8e à 1 seconde 58 centièmes, Pence 9e à 1 seconde 86 centièmes et Jean-Noël Auger 12e à près de 2 secondes, c'est beaucoup. Michel, il ne faut pas accabler l'équipe de France, elle n'en a pas besoin, mais si on cherchait des explications à ce qu'on appelle la déroute, la défaite, la débâcle. Georges Mauduit. Oui, nous avons la chance d'avoir à nos côtés Georges Mauduit, qui était pendant plus de 10 ans titulaire dans l'équipe de France, 2e à Portillo. Alors Georges, je crois que les explications sont nombreuses, je crois que les explications sont surtout nerveuses en ce moment. Oui, il y a... D'ordre psychologique en tout cas. Il y a certain qu'il y a des conditions à l'heure actuelle nerveuses qui sont assez pénibles à supporter pour un athlète aux Jeux Olympiques. Mais elles aggravent le mal, mais elles ne l'expliquent pas. Elle n'explique pas. Il y a eu d'abord ces 2 descentes, les deux premières épreuves des Jeux ont été complètement ratées par les Français. Et est-ce que le mal part de là? Il se peut également que ce soit de là, étant donné que si on regarde les choses comme elles se sont passées dans le passé, à Portillo notamment, où d'entrée nous avons remporté le slalom spécial des femmes, puis la descente homme. Et là on a nagé complètement en pleine euphorie et tout a marché merveilleusement sur des roulettes. Est-ce que ces premières défaites, ont influé sur le moral de l'équipe? Peut-être. Il y a peut-être d'autres malaises également. Ne pensez-vous pas que les skieurs de l'équipe de France sont arrivés au Japon usés nerveusement après ce terrible mois de janvier où ils se sont battus pour la sélection et pour la Coupe du Monde, alors que les autres, les Suisses en particulier, avaient conçu leur saison pour arriver juste au sommet le jour J à leur H, le jour de la descente par exemple? Oui, mais enfin, disons, la Coupe du Monde, elle est pour tout le monde. Ouais. Toutes les équipes participent à la Coupe du Monde et toutes les équipes veulent la gagner, cette Coupe du Monde. Mais on a vu souvent les Français aux places d'honneur en janvier. Oui, on a vu souvent les Français aux places d'honneur. Peut-être pas en descente, mais enfin en géant et en slalom. Et les Français en sont souvent aux places d'honneur. Mais entre-temps, on a quand même perdu 3 éléments valables. Il y a Jacqueline Rouvier qui s'est cassé la jambe. Patrick Russell qui s'est cassé la jambe à Berchtesgaden. Et ensuite, pour terminer le tableau, Françoise Maki à Sapporo. Est-ce qu'on ne va pas aboutir à certains changements à la tête des sports et peut-être du ski français? Je pense qu'il est encore prématuré d'en parler, mais tout de même, certains l'évoquent déjà. Oui, c'est prématuré d'en parler. Jean Béranger a dit qu'il prendrait une décision en fin de saison. Ça, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il était question déjà avant la saison que ce soit la dernière saison de Jean Béranger. Que va-t-il faire à la suite de ces échecs? Ça risquerait peut-être d'être mal interprété également. Donc sa position sur la selle. Je voudrais ajouter qu'il y a un malaise qui est provoqué par une disqualification à l'instant d'Annie Famos, vous nous l'expliquez?
En effet, Ali Famos a été disqualifié il y a 1 heure à peine par le Comité olympique international, et ce à la demande, et c'est surprenant, mais vous le comprendrez sans doute, à la demande des journalistes présents là-bas. En effet, les journalistes trouvent inadmissible et scandaleux qu'Ali Famos, qui est toujours dans l'équipe de France, engagé aux Olympiques de Sapporo, donne ses impressions sur les antennes et au micro d'un poste périphérique. C'est le cas aussi pour Vuarnet. Annie Famos a été donc disqualifiée. C'est une fin de carrière assez triste pour la championne, qui déclare, c'est un communiqué qui est tombé il y a 1 seconde, qu'elle n'a pas signé de contrat avec le poste périphérique. Elle n'en donne pas moins ses impressions depuis 2 jours. Je pense qu'il y aura des développements. Jean-Pierre, encore un mot et une question à Georges Mauduit pour revenir à cette 2e manche du géant qui a lieu demain. Je crois qu'à Portillo, au championnat du monde, vous aviez terminé la première manche avec 2 secondes, je crois, de retard, et vous avez eu tout de même la médaille d'argent. Est-ce que ça veut dire que les Français qui sont assez loin, notamment Jean-Noël Auger qui est à 2 secondes, peuvent refaire leur retard demain? Il n'y a aucune raison. De toute façon, en sport, rien n'est perdu tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. La ligne d'arrivée d'un slalom géant, c'est la ligne d'arrivée de la 2e manche. Donc il faut absolument qu'ils se défoncent, il faut qu'ils y aillent. Et on court 1 fois les Jeux Olympiques, peut-être 2 fois, on a une chance d'avoir une médaille, il faut vraiment la saisir, cette chance. Il faut forcer la chance pour avoir quelque chose. Attendons demain, là. Et en attendant, on peut dire que les autres sont les plus forts. Quelles doivent être les relations entre l'Europe et l'Amérique? Le président de la République, M. Pompidou, répond à cette question importante dans l'interview qu'il a accordée à l'hebdomadaire italien Epoca. Pour M. Pompidou, l'Europe doit affirmer sa personnalité face aux États-Unis et grâce à une politique commune. C'est une précision importante et intéressante à la veille du sommet franco-allemand, une nouvelle rencontre Pompidou-Brandt après celle de décembre qui fut motivée par la crise monétaire dont vous vous souvenez. Le chancelier ouest-allemand vient en tout cas à Paris à la tête d'une délégation importante pour des entretiens en tête-à-tête avec M. Pompidou à l'Élysée et pour des conseils des ministres franco-allemands. Au centre de ce sommet, qu'on a bien préparé de chaque côté, l'union économique et monétaire et la coopération au niveau européen. Votre avis, Michel Tardieu? Eh bien, du côté allemand, Jean-Pierre, on se déclare très optimiste sur ces conversations. Monsieur Willy Brandt a déclaré qu'il fallait reprendre la marche vers l'union monétaire et économique de l'Europe, marche que monsieur Pompidou souhaite voir accélérée, et on dit que tout devrait bien se passer, que les divergences entre les Allemands et les Français sont moins grandes qu'on pouvait le croire. Du côté français, on est plus réservé. On a tendance à dire que les Allemands ont un peu de mal à passer du stade des déclarations à celui des réalisations. Du côté français, on considère en effet que l'une des premières choses à faire, c'était de mettre en place un contrôle des mouvements de capitaux pour éviter qu'une nouvelle et éventuelle crise du dollar ait des effets terribles pour l'ensemble des monnaies européennes, comme cela s'est déjà produit pour empêcher que la spéculation se développe. Or, pour l'instant, les Allemands n'ont pas voulu qu'on mette en place un tel contrôle, car M. Schiller, le ministre des Finances allemand, y est opposé. Alors, une fois de plus, c'est tout le problème de savoir si les Allemands sont plus mondialistes qu'européens ou plus européens que mondialistes qui est posé. Michel Tardieu, nous en reparlerons demain de ce sommet, puisque M. Brandt arrivera demain dans la matinée, qu'il aura déjà un premier entretien en tête-à-tête avec le président de la République, M. Pompidou, à l'Élysée. Le président Nixon parle en tout cas ce soir de l'Europe et des États-Unis dans son rapport annuel de politique étrangère, le dernier de son actuel mandat de président américain. Il dira en gros que face à un géant économique tel que l'Europe des 10, les Américains vont essayer de concilier des intérêts économiques rivaux. Je vais passer au problème français, à la querelle à propos de la fiscalité et à ses conséquences politiques. Le Canard enchaîné et Minute publie ce matin la même lettre adressée en 1961 par M. Giscard d'Estaing au président de l'Assemblée nationale. C'est une réponse à M. Chaban-Delmas qui était intervenu pour alléger l'amende infligée à une société qui avait fraudé le fisc. M. Giscard d'Estaing répondait que l'affaire avait été réglée avec une certaine bienveillance. M. René Tomasini, au nom de l'UDR, dénonce une campagne de presse qui, je le cite, rappelle une méthode de la Troisième République et des nazis. Il exprime la solidarité de l'UDR avec M. Chaban-Delmas. Le Premier ministre répond à l'intention d'ailleurs d'intervenir pour répondre à ces attaques dans les prochains jours et sous une forme qui n'est pas encore déterminée. Les patrons artisans et les régions pauvres de France, les patrons artisans pensent pouvoir redonner vie à des régions défavorisées et déshéritées, mieux que les grands industriels. Les artisans veulent en tout cas que la petite industrie soit aidée. Ils ont créé la Fédération des industries de main-d'œuvre qui vient de tenir son premier congrès. Bernard Olivier y assistait pour nous. Dans quelques minutes va s'ouvrir ici le premier congrès des industries de main-d'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que c'est que ce premier congrès? Tout à fait d'accord.
les entreprises de main-d'œuvre, devant les difficultés actuelles, ont éprouvé le besoin de se réunir, de se grouper, pour essayer de montrer à l'opinion ce qu'elle représentait dans l'économie nationale. Quel est leur problème? Elles se réunissent, c'est qu'elles ont un problème. Eh bien oui, elles ont un problème qui est particulièrement grave depuis 1968, c'est que les charges sociales sont payées sur les salaires, que ces entreprises ont 70% de salaires et de charges dans leurs coûts, et que par conséquent, elles subissent à l'heure actuelle un préjudice considérable de ce fait, beaucoup plus que la grosse industrie. Elles sont défavorisées par rapport à la grosse industrie? À mon sens, elles sont défavorisées car vous avez des entreprises de main-d'œuvre qui ont quelques centaines de personnes, qui payent donc par conséquent des charges sociales considérables, alors que des entreprises plus automatisées, comme les industries du pétrole ou autres, n'utilisent qu'une trentaine de personnes et font des chiffres d'affaires considérables avec ces 30 personnes du fait de l'automatisation. Alors, cette réunion, cette fédération des industries de main-d'œuvre, elle doit aboutir à quoi? Eh bien, elle doit aboutir, après avoir montré l'importance de ces industries de main-d'œuvre, c'est-à-dire 3 millions sur 12 millions de salariés, 10% de l'ensemble de l'exportation française, eh bien, elle veut obtenir que l'on abandonne l'assiette salaire. L'assiette salaire n'est plus représentative du niveau d'activité d'une entreprise. Et elle voudrait qu'on ajoute à la notion de salaire la notion de chiffre d'affaires qui lui semble plus logique et plus équitable. Ce qui vous favoriserait cette fois par rapport aux grosses industries? Mettons que ça réparerait une injustice qui pèse sur nous depuis des années. Un scandale financier inquiète en ce moment les milieux commerciaux des Pyrénées-Orientales. La Chambre de commerce de Perpignan a révélé hier, après une longue enquête, un déficit de 4 millions dans la gestion d'une zone d'implantation créée il y a 5 ans, en 1967, pour servir de trait d'union entre le marché commun et l'Espagne. Les protestants divisés, Luther ou Calvin aujourd'hui encore, en tout cas les réformés avaient présenté, et ici même, et publié avant Noël, un document sur l'Église et les pouvoirs, un document qui dénonçait entre autres la société actuelle jugée inacceptable. Aujourd'hui, des personnalités protestantes s'élèvent contre ce document et elles sont toutes luthériennes. Alors, monsieur le pasteur Viaud, est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise aujourd'hui au sein de la Fédération protestante de France? Je pense qu'on ne peut pas parler d'une crise entre luthériens et réformés. Il y a des réformés qui ont signé aussi le texte qui a été publié dans la presse hier et ce matin. Donc ce n'est pas une opposition luthérien-réformé. Simplement, un certain nombre de personnalités protestantes se sont émues que dans le texte, dans le document d'étude Église et pouvoir présenté par la Fédération, on envisage comme type de témoignage chrétien, donc comme action au nom de l'Évangile, la possibilité d'une action révolutionnaire. C'est cela qui nous semble tout à fait grave et incompatible avec la foi chrétienne. Nous ne pensons pas en effet que l'on puisse, au nom de l'Évangile, déboucher sur des actions politiques partisanes, quelle que soit d'ailleurs la couleur de ces actions. On est au centre des rapports entre l'Église et la politique. Comment vous abordez cette question? Eh bien, nous pensons qu'un chrétien, à titre individuel, doit s'engager dans la vie de la cité, qu'il doit avoir une action politique, c'est tout à fait normal et c'est même souhaitable, mais nous refusons à l'Église le droit de dicter à ce chrétien quelle sera son action politique. Nous refusons le cléricalisme de droite qui a fait tant de mal à l'Église, ce n'est pas pour accepter un cléricalisme de gauche. Est-ce que vos réactions reflètent l'opinion de la hiérarchie ou celle des fidèles? Et de quelle sorte de fidèles? Eh bien, je crois que l'opinion des gens qui ont rédigé ce document reflète très certainement l'idée de la grande majorité des fidèles, de nos fidèles de nos paroisses de province et de Paris, et très certainement aussi l'idée de notre hiérarchie. Seulement, et c'est là-dessus que je voudrais peut-être conclure, je crois qu'il est temps que les autorités ecclésiastiques prennent position officiellement, car de nombreux fidèles sont inquiets, et il est temps que les fidèles, tant protestants que catholiques, se regroupent et se réunissent s'ils ne veulent pas que leur paroisse soit transformée en annexe de parti politique. Merci. En tout cas, je pense que le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé, et je crois qu'il y aura des développements dans la suite, et c'est ce que nous souhaitons en tout cas, si tout le monde agit comme je le demande. Merci, monsieur le pasteur. Je voulais terminer avec une information assez insolite. Si vous vous sentez fatigué et déprimé, je crois que les médecins de Mongolie extérieure ont trouvé pour vous un remède, le lait de chamel, à condition d'en trouver une, bien sûr. C'est un lait qui est, paraît-il, un excellent fortifiant. Il n'y a jamais d'anémie ou de dépression nerveuse en Mongolie et parmi les nomades du désert de Gobi, qui sont de grands consommateurs de lait de chamel. Voilà, nous nous retrouverons à 13h30.